Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité. L'aggravation de la crise politique provoque des appels à des protestations quotidiennes en Guinée-Bissau. Les manifestants qui demandent la démission du président José Mario Vaz. Bilan sur la situation sécuritaire au Burkina Faso. Les autorités ont fait le point sur les enquêtes ouvertes depuis les premières attaques perpétrées sur le sol burkinabé. C'était en avril 2015. Et la crise perdure dans la filière café-cacao en Côte d'Ivoire. Le conseil chargé du secteur annonce une perte de plus de 200 milliards de francs CFA. Le gouvernement promet de soutenir les producteurs. La Guinée-Bissau prévoit plus de manifestations pour exiger le départ du président José Mario Vaz. En début du mois de mars, des centaines de manifestants se sont mobilisés dans les rues de la capitale. La persistance de la crise politique encourage ces manifestations antigouvernementales. Deogracia Sakwedo. La Guinée-Bissau toujours dans l'impasse politique. Des manifestations sont annoncées dans les jours à venir par une partie de la classe politique, de la société civile avec le soutien d'une frange de la population qui exige la démission du président José Mario Vaz. Le pays traverse des tensions politiques depuis la destitution en août 2015 par le chef de l'État de son premier ministre Domingos Simões Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert PAIGC au pouvoir, auquel il est également membre. Le Parlement ne fonctionne pas. Nous n'avons pas de gouvernement. Il est inconstitutionnel. Nous descendons dans la rue parce que nous voulons un pays différent. Nous demandons la démission du président en raison de son incapacité à résoudre la crise. Depuis la destitution de l'ex-premier ministre Domingos Simões Pereira, aucun autre chef de gouvernement n'a réussi à résoudre l'impasse politique en Guinée-Bissau. Les tensions inquiètent d'autant plus la communauté internationale. Plusieurs tractations de sortie de crise ont été menées par les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et la communauté des pays de langue portugaise. La Guinée-Bissau est relativement stable, mais nous devons aussi reconnaître que les donateurs ont développé un certain degré de lassitude en raison de ses vulnérabilités et de la volatilité de l'environnement politique. C'est probablement l'effet le plus négatif de cette crise politique. Début mars 2017, le président guinéen Alpha Condé, médiateur de la CEDEAO pour la Guinée-Bissau et actuel président en exercice de l'Union africaine, avait manifesté son engagement à mettre fin à la crise politique qui sévit dans ce pays depuis près de 2 ans. Un précédent accord conclu entre les différents protagonistes prévoyait une procédure consensuelle pour choisir un premier ministre ayant la confiance du président. Celui-ci devrait rester en place jusqu'aux élections législatives de 2018. Le 4 avril 2015, le Burkina Faso a été touché pour la première fois de son histoire par une attaque à caractère terroriste. Le ministre burkinabé de la Sécurité, Simon Compaoré, s'est exprimé devant la presse ce vendredi 24 mars pour livrer le bilan des enquêtes menées depuis lors. Reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Le bilan des attaques perpétrées entre 2015 et 2016 au Burkina Faso font état d'au moins 70 personnes tuées et autant de personnes interpellées dès l'ouverture des enquêtes qui ont suivi la série d'attaques et agressions qu'a connu le pays depuis le 4 avril 2015, date de l'enlèvement sur la mine de Tambao du Roumain Gergout Luliane. Pour le ministre Simon Compaoré, ce bilan, même s'il ne prend pas en compte la récente opération sécuritaire qui a permis l'arrestation dans le nord du pays de 18 membres du groupe terroriste Ansarul Islam et l'élimination physique de Harouna Diko, à savoir l'un des chefs du groupe, démontre une fois de plus la ferme volonté qu'a le gouvernement de juguler le terrorisme. Nous avons pleine conscience que l'efficacité des forces sur le terrain nécessite une réponse urgente en ressources, c'est-à-dire les effectifs, les moyens, les armes, les véhicules, le carburant, pour ne citer que cela. C'est pourquoi nous nous évertuons à résoudre avec diligence ces questions essentielles. D'ores et déjà, a dit le ministre, des noms, mais aussi les groupes terroristes ayant opéré sur le territoire burkinabé sont désormais bien connus des services de renseignement. Ils ont pour nom Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, Al-Mourabitoun, Ansar Eddine, le Front de libération du Massina, FLM, l'État islamique au Grand Sahara, EIGS,
Et Ansarul Islam, dont le chef suprême est vivement recherché, n'est autre que Malam Bouraima Diko. Ces groupes terroristes cherchent par là également à acquérir de l'armement et des moyens roulants pour renforcer leur logistique et partant leur capacité de nuisance. Rappelant que ces dossiers ont bel et bien été engagés par la justice, le ministre Compaoré a laissé entendre que davantage de mesures sécuritaires seront envisagées, notamment dans les zones sous menace terroriste, afin de soulager de manière définitive les populations qui y vivent. En Côte d'Ivoire, les avocats commis d'office de Simon Gbagbo, jugés en assises pour crimes contre l'humanité, n'assisteront pas à la fin du procès prévu ce lundi 27 mars. Les avocats dénoncent de nombreuses failles dans la procédure et réclament une reprise totale du procès de l'ancienne première dame. Et toujours en Côte d'Ivoire, malgré l'assurance des autorités, les acteurs de la filière café-cacao sont inquiets de la mauvaise vente des produits dans certaines localités. À cela s'ajoute une perte annoncée de 200 milliards de francs CFA des suites du défaut de paiement des contrats d'exportation. Le Conseil café-cacao menace d'interdire aux personnes ou entités concernées de participer aux enchères lors de la prochaine campagne agricole. Deogracia Sopoto. Selon certaines informations, le Conseil café-cacao en Côte d'Ivoire aurait annoncé une perte de plus de 200 milliards de francs CFA des suites du défaut de paiement des contrats d'exportation de cacao de la part des opérateurs locaux. Ces derniers auraient manqué de régler leurs factures sur environ 350 000 tonnes de cacao sur une récolte totale d'environ 1,6 million de tonnes et au moment où la chute des cours de l'or brun depuis plusieurs mois suscite de vives inquiétudes. Des allégations que démentent formellement les responsables de la filière qui tentent de rassurer l'opinion publique. Est-ce qu'ils peuvent donner la certitude d'un exportateur qui leur a dit qu'ils ont des arrivées de paiement pour la soutenance? Vous pouvez demander les multinationales qui sont ici s'ils n'ont pas reçu leur paiement. Oui, ils ont mis du temps pour payer, mais ils ont payé. Pour la campagne 2016-2017, le cacao avait été vendu à 1100 francs le kilogramme en raison de l'augmentation des prix de l'or brun sur le marché international. Depuis octobre 2016, la production du cacao a augmenté en Côte d'Ivoire. Le gouvernement de son côté a promis de soutenir les producteurs qui finalement s'acquitteront de 60% du prix fixé à Londres. Avant la réforme de la filière, le producteur recevait 45% du prix fixé à Londres. Le seul problème, c'est avec la baisse du prix mondial. Nous étions dans un système de stabilité où on a choisi le plus value pour le paysan. Nous sommes en train d'étudier tout ce qu'il faut dans le futur. Parce que là, ça nous a surpris, toute la production, les prix sont venus en retard. C'est depuis fin septembre qu'il y a eu fin août qu'il y a eu les pluies. Et le cacao, qui dit cacao dit pluie. Nous sommes en train de parer à l'avenir. Donc ce n'est pas lié à un problème du Conseil café-cacao. Nous, on est tranquille, hein, on n'a pas de problème. Entre 2016 et 2017, 93 licences d'exportation avaient été délivrées aux sociétés commerciales et aux coopératives. Avec une production moyenne annuelle de 1 200 000 tonnes, soit 41% de l'offre mondiale, l'économie cacaoyère fournit environ 40% de recettes d'exportation et contribue à hauteur de 10% au produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Le Sénégal tente de relancer l'industrie nationale du 7e art. Si les talents ne manquent pas dans ce domaine, les salles de cinéma sont aujourd'hui à l'abandon. L'absence de financement ou encore l'avènement de la télévision et de l'Internet en seraient notamment les raisons. C'est un sujet de Jara Ndiaye. Le cinéma sénégalais traverse une profonde crise avec la fermeture progressive de la quasi-totalité des salles. Le cinéma El Mansour dans la capitale, un bâtiment imposant dans le quartier de Grand Dakar, est aujourd'hui tombé en ruine. On a bien du mal à imaginer que le site était un lieu de rendez-vous pour les cinéphiles dakarois il y a une trentaine d'années. Les cinéastes réclament avec insistance la réouverture de cinéma pour aider à relancer une industrie en difficulté. Mais là, il faudrait revenir à l'éducation, à l'image, même depuis les écoles, depuis le bas âge. Mais il faudrait revenir parce qu'on ne peut pas parler de cinéma sans cinéma. Il faut des salles de cinéma, c'est presque une obligation. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, que les Sénégalais vont y aller. Bonne nouvelle, l'État sénégalais travaille actuellement à la rénovation de certaines salles de cinéma. Après plus d'une décennie d'inactivité, le gouvernement du Sénégal s'engage dans un vaste plan de réhabilitation de son industrie cinématographique. Nous comptons financer des opérateurs privés nationaux pour
rénover ces salles, les mettre en adéquation, parce qu'aujourd'hui, les salles d'avant ne sont plus ces salles que veulent les populations actuelles. Donc, et c'était très grande. Donc aujourd'hui, il faut mettre toute la convivialité, comme ça se fait un peu dans le monde, des salles de 200-300 places, mais en avoir 3-4 qui offrent un programme diversifié. Le cas du Sénégal n'est pas isolé en Afrique. Les partenariats intra-africains pourraient aider à dynamiser le secteur. La création d'un fonds d'aide africain est envisagée d'ici le mois de septembre 2017 par le Centre cinématographique marocain. Il n'y a pas eu de coproduction entre le Maroc et un autre pays africain ces 2 dernières années, alors qu'entre 2003 et 2013, une trentaine de films avaient été coproduits. Qui limitaient notre petit. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.